Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. À 21h37, notre Saint-Père Jean-Paul II est rentré à la maison du Père. Prions pour lui. Le 2 avril 2005, il y a 3 ans à Rome, Monseigneur Sandri annonce la mort de Jean-Paul II, le premier pape polonais. Anniversaire qui, pour nous, est l'occasion dans l'Église du monde de partir en Pologne, pays très catholique, qui fait figure d'exception en Europe, avec 95% de baptisés. La Pologne a connu un boom des vocations ces 20 dernières années. Mais est-ce encore le cas aujourd'hui? À la mort de Jean-Paul II, beaucoup s'inquiétaient pour l'avenir de cette église polonaise. Et maintenant, elle fait face à de vieux démons, l'antisémitisme et l'ultranationalisme. Et puis, l'épineuse question de la collaboration à l'époque du régime communiste. Alors, comment se porte vraiment cette église de Pologne? C'est ce que nous allons voir avec mon invité Richard Zienkiewicz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Głos Katolici. Est-ce que je prononce bien? Alors, on prononce Głos Katolicki. C'est vrai que je collabore, c'est un hebdomadaire qui est édité par la mission catholique polonaise en France. Alors, la mission existe depuis 172 ans. Le journal existe aussi depuis longtemps, mais il a pris diverses formes et il a connu diverses appellations. Là, maintenant, c'est donc La Voix catholique. Donc la traduction, c'est La Voix catholique. La Voix catholique, voilà, c'est ça. Et donc, et c'est rédigé en polonais? C'est rédigé en polonais, sauf une page qui s'appelle la page des francophones, dont je suis le rédacteur depuis 10 ans. Et donc c'est à destination des Polonais qui sont en France? Alors c'est à destination des Polonais qui sont en France. C'est également vendu dans les communautés polonaises en Espagne, en Belgique, plus largement au Benelux, et également en Allemagne. Alors, avant d'évoquer la mémoire de Jean-Paul II, un petit mot peut-être sur le paysage religieux aujourd'hui en Pologne. Est-ce que c'est encore une exception européenne? On peut dire que c'est une exception européenne parce qu'effectivement, il y a 95% de gens qui se disent catholiques. Qui sont pratiquants? Il y a un peu moins de pratiquants, mais je crois que ça doit être 2 sur 3 qui sont pratiquants quand même, donc c'est beaucoup. Si on regarde les effectifs, si on parle en termes d'effectifs comme une entreprise, on doit avoir, je crois, à peu près 10 000 paroisses. Il doit y avoir 26 000 prêtres, donc on a, statistiquement en moyenne, on a 2,6 prêtres par paroisse. À titre de comparaison, je crois en France, nous avons 20 000 paroisses et 20 000 prêtres. Ouais. Donc là, on est beaucoup plus juste en France, alors qu'en Pologne, on a suffisamment encore de prêtres. Dont beaucoup d'ailleurs sont exportés, notamment en France. Il y en a beaucoup qui viennent suppléer. Même en Europe En Europe et en France aussi, il y a dans certaines paroisses, il y a des prêtres polonais qui viennent dans les paroisses françaises pour suppléer le manque de prêtres en France. Des prêtres jeunes? Des prêtres jeunes. Sur les 26 000 prêtres, la moitié a moins de 40 ans. Donc c'est quand même un bel avenir. Un bel avenir. Il y a beaucoup de dynamisme. Les séminaires sont pleins. Je crois qu'il doit y avoir 6 000 séminaristes à l'heure actuelle. Je parle des grands séminaires parce qu'il y a encore une distinction entre grands séminaires et petits séminaires. Dans les petits séminaires, je crois que ça doit être autour de 1800 élèves. Donc on a quand même un certain dynamisme. Et c'est vrai qu'on peut parler d'exception, je crois autant comme Malte et peut-être l'Irlande. C'est bien qu'on ne parle pas de bastion, parce que bastion, ça voudrait dire qu'on est en train de défendre quelque chose et qu'on n'évolue pas. Alors que, en fait, l'Église en Pologne évolue. La population polonaise est très jeune. Et donc, elle a besoin certainement d'une offre un petit peu différente que ce qui est traditionnellement proposé aux populations un peu plus âgées. Un mot de politique. La Pologne a changé de Premier ministre il y a peu. À l'automne dernier, il y a eu des élections anticipées qui ont amené au pouvoir des libéraux. Donald Tusk. Alors Donald Tusk. Qui est le chef des libéraux. Qui remplace un ultra-conservateur, disait-on. Disons que le paysage politique polonais commence à se bipolariser. On ne parle pas de la gauche qui se marginalise de plus en plus. On est donc dans une scène politique où on a, disons, le centre droit et la droite qui se partagent en 2 courants principaux, les libéraux ou les conservateurs. Mais pas de gauche.
pas de gauche, qui doivent représenter à peu près 10% de l'électorat. Quel est le lien entre la politique et le religieux en Pologne? Est-ce que ces gouvernements sont finalement assez bienveillants avec l'Église? Alors disons que l'Église est séparée de l'État, bien entendu. Il y a eu un concordat qui a été signé il y a quelques années. Je crois que c'est un gouvernement de gauche qui l'a signé. Donc l'Église polonaise n'intervient pas directement dans les affaires politiques. En revanche, elle intervient dans les problèmes de société. Et quand il y a un problème de société qui se pose, que ce soit l'avortement il y a quelques années quand on en a parlé, actuellement c'est la fécondation in vitro, l'Église polonaise est consultée. C'est systématique sur ce genre de grandes questions de société. Alors on va en venir à Jean-Paul II, c'est le 3e anniversaire de la mort du pape polonais. On a vu tout à l'heure ces images très émouvantes. C'était très émouvant, même 3 ans après, c'est encore très émouvant. Et en Pologne, c'est comment 3 ans après? Écoutez, 3 ans après, je crois que l'image de Jean-Paul II est encore très vivante. On en parle souvent dans les journaux, on attend avec impatience sa béatification, bien entendu. On suit tous les procès en béatification de près. C'est vrai que quand Jean-Paul II, je crois qu'il est venu 8 fois en Pologne au cours de son pontificat, à chaque fois il drainait une foule énorme derrière lui. On a vu des messes à 1 million de personnes. Ce qui a fait dire que Jean-Paul II était entré dans une sorte de star system. On en a parlé ici dans les médias occidentaux. Je pense qu'effectivement, Jean-Paul II avait beaucoup de charisme. On ne peut pas le nier. C'était un homme de théâtre, puisqu'il a fait du théâtre avant même de penser à devenir prêtre. Il a toujours travaillé avec les jeunes, il a été enseignant, donc ce charisme jouait beaucoup, même sur des gens qui n'étaient peut-être pas particulièrement croyants, eh bien il avait une attirance. Ça veut dire qu'on l'écoutait peut-être moins qu'on le regardait? Voilà, je pense qu'effectivement, comme partout, quand il y a des grandes foules, si vous avez 1 million de personnes, il n'y a certainement pas 1 million de personnes qui se disent « tiens, on va suivre son enseignement ». Beaucoup sont peut-être venus par curiosité, d'autres sont venus pour l'écouter, et pour écouter, pour entendre ce qu'il avait à dire, et pour apprendre aussi auprès de lui. Donc je pense qu'on a toute une palette entre ces deux extrêmes. Alors tout de suite, je vous propose de partir en Pologne sur les traces du jeune Karol Wojtyła, de Wadowice à Cracovie, en passant par Lublin. On regarde. Tout commence à Wadowice, une petite bourgade au sud-ouest de Cracovie. C'est ici que le 18 mai 1920, Karol Józef Wojtyła voit le jour à 2 pas de la paroisse du village. Une enfance marquée par le deuil. À 9 ans, le jeune Karol perd sa mère et 3 ans plus tard, c'est son frère. 2 événements majeurs qui vont influencer sa personnalité. Karol se retrouve alors seul avec son père. Durant ses études secondaires dans ce lycée d'État de Wadowice, l'adolescent se fait déjà remarquer par ses qualités intellectuelles et morales. Il y restera jusqu'en 1938, l'année de l'obtention de son baccalauréat. Après son bac, Karol part pour Cracovie pour y faire ses études de philologie, soit l'étude des langues. Mais en 1941, son père décède. C'est sans doute ce nouveau deuil qui le pousse dans la direction du sacerdoce. Son choix est alors conscient, apaisé et définitif. Mais la Pologne est occupée par les nazis. À 22 ans, il est alors séminariste clandestin. Et après 4 ans d'études, Wojtyła est ordonné prêtre le 1er novembre 1946. Pendant ses études romaines, le futur pape voyageur parcourt l'Europe, où il s'intéresse à la jeunesse chrétienne ouvrière et aux prêtres ouvriers. Au retour de son périple, il prépare un examen d'habilitation en philosophie. Et en 1954, il commence à enseigner à l'Université catholique de Lublin, la seule école philosophique indépendante de l'époque. Le gouvernement, en effet, veut que seul le marxisme soit enseigné. Karol était un homme normal, ce qui est assez rare pour un professeur. Il avait un très bon contact avec ses élèves. Il partait avec eux dans la région de Mazurie pour faire du kayak. Et c'est pendant une de ces excursions qu'il a appris qu'il était nommé évêque. Sur la route du retour, il a dormi dans un sac de couchage sur un banc, dans la gare.
Finalement, il est resté très simple, comme il a toujours été. Voilà, évêque en 58, puis archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła. Il fait cardinal en 67 avant d'être élu pape, comme on le sait, en 78, il y a bientôt 30 ans. Finalement, le grand pape Jean-Paul II, si charismatique, est tout simplement un enfant du pays. C'est un enfant du pays. C'est quelqu'un qui portait en lui la culture polonaise. On ne peut pas dissocier Jean-Paul II de la Pologne. Toute son action qu'il a eue en tant que pape, en fait, il l'avait déjà fait à son niveau, en tant qu'archevêque de Cracovie. Et il a puisé tout ça, en fait, dans la culture et la tradition polonaise. La tradition polonaise s'est instillée en lui au cours de ces années, depuis sa plus tendre enfance, par l'éducation que lui a donnée son père, par l'éducation que lui ont donnée ses professeurs, par les contacts. Il a eu beaucoup de chance de rencontrer effectivement des gens très intéressants qui se sont intéressés à lui. Et donc tout ça s'est incrusté en lui petit à petit au fil des années. Et il a ressorti ça d'une manière tout à fait naturelle quand il est devenu pape pendant les 27 ans de son pontificat. Est-ce qu'il a façonné l'Église polonaise ou c'est l'inverse, ou les deux? Je pense qu'il y a eu une interaction. Il a été façonné par lui, bien sûr, compte tenu des traditions. Et une fois qu'il était pape, je pense que l'ouverture qu'il a prodiguée, notamment vers les autres religions, le communisme, etc., tout ça, ça réagit aussi sur l'Église polonaise. Le boom des vocations, par exemple, est-ce qu'on lui doit également Le boom des vocations, alors peut-être, mais les vocations ont toujours été très importantes en Pologne depuis longtemps. C'est vrai que, je pense, avant la guerre, c'était un moyen de promotion sociale aussi. Pendant la période communiste, c'était aussi une façon de résister à la laïcisation. Et donc, les séminaires ont toujours été pleins. Et je pense que là, Jean-Paul II a peut-être joué un tout petit peu, parce qu'effectivement, quand il est apparu devant les jeunes et qu'il a attiré les jeunes, beaucoup se sont dit, bah tiens, moi, je veux devenir comme lui. Et donc, certainement, cela a suscité des vocations. Beaucoup de jeunes, paraît-il, après sa mort, notamment, se sont dirigés vers le séminaire. Certainement, mais je pense pas. Il n'y a pas eu de boom, en fait. Il y a eu certainement un accroissement, mais il n'y a pas eu de grand boom, parce qu'il y avait déjà un niveau très important. À propos des vocations, dont on parle depuis le début de l'émission, on note quand même cette année une chute de 24% du nombre de nouveaux séminaristes. Est-ce que ça, c'est inquiétant? Comment vous l'analysez? Je pense que, bon, il faut voir dans la durée. Peut-être que ça peut être un épiphénomène, compte tenu d'un certain nombre de difficultés que vit la Pologne actuellement. Donc l'Église est également soumise à différentes pressions. Et les jeunes, actuellement, la Pologne est un pays ouvert, membre de l'Union européenne, et elle est touchée par la vague de libéralisme, de consumérisme, par le sécularisme. Et c'est vrai que les jeunes, maintenant, ont certainement différentes voies qui s'ouvrent à eux. Et la voie qui n'est pas la plus facile, bien sûr, c'est la prêtrise. Même en Pologne. Même en Pologne. Alors, on sait l'attachement de Jean-Paul II pour la Vierge Marie. Déjà, le roi Casimir proclame Marie, reine de Pologne. C'était en 1656, ça ne date pas d'hier. C'est le début d'une grande histoire, finalement, entre Marie et les Polonais. Je pense, disons que le couronnement, c'est déjà l'aboutissement d'une vénération, d'une adoration de la Vierge. Parce que la fameuse icône de Częstochowa que l'on connaît a été amenée en Pologne au Moyen-Âge, donc quelques siècles avant le couronnement. Cette icône a été l'objet d'une vénération à partir du moment où on lui a attribué d'avoir sauvé la Pologne de diverses invasions, notamment des invasions suédoises. Il y a un roman de Sienkiewicz qui s'appelle le Déluge et qui raconte justement les différentes, une épopée de l'histoire polonaise et toutes les invasions que la Pologne a connues à ce moment-là. Et donc le monastère avec l'icône de la Vierge, donc le monastère de Częstochowa, a été vraiment la forteresse sur laquelle se sont cassés les dents les Suédois. Et donc depuis, on vénère l'icône. Donc on lui attribue un certain nombre de miracles. Et donc le couronnement, c'est
je dirais que c'est un aboutissement de cette vénération. Alors, et cette vénération, elle existe depuis ce temps-là. Alors, la Pologne est bien évidemment un grand centre de la pensée catholique européenne, mais aussi de la pensée juive, puisque il y avait 3,5 millions de juifs jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. On sait ce qui s'est passé par la suite. Tout à fait. La Pologne a été une terre d'accueil pour les juifs. Au moment où, au Moyen-Âge, les juifs étaient chassés de tous les pays d'Europe, notamment d'Espagne, les rois polonais ont accueilli les juifs et on leur ont offert un certain nombre d'avantages. Certains ont été anoblis, donc ce qui veut dire quand même qu'ils étaient bien intégrés dans la société. Et donc les juifs se sont développés, la population juive s'est développée à tel point qu'elle représentait à peu près, je crois, 10% de la population nationale, comparé à 1 ou 2% en France, je crois, ou dans d'autres pays. C'est énorme. 9 juifs polonais sur 10 ont été exterminés par les nazis, notamment dans le camp d'Auschwitz. Jean-Paul II s'y était rendu en 1979. Benoît XVI y est allé également en 2006. C'était en mai 2006, on le voit sur ces images, des images assez émouvantes. Benoît XVI avait évoqué la Shoah, terme que n'avait pas utilisé Jean-Paul II en 1979. Benoît XVI qui a également prié en allemand à la mémoire de toutes les victimes de la Shoah. Est-ce que cette visite à Auschwitz a marqué les Polonais ? Je pense qu'elle a marqué, mais c'est une étape aussi. Je dirais que la mémoire en Pologne sur Auschwitz existe depuis longtemps. Il faut dire qu'Auschwitz, il y a deux choses qu'il faut bien séparer, parce que dans un premier temps, Auschwitz c'était un camp de concentration et d'extermination des Polonais. C'était avant la solution finale imaginée par Hitler. Et là, beaucoup de Polonais ont disparu, ont été fusillés, notamment le père Kolbe, qui a été béatifié et sanctifié. Et une fois, donc, je crois que c'était en novembre 1942, si mes souvenirs sont exacts, à la conférence de Wannsee, lorsque les nazis ont décidé de trouver la solution finale à la question juive, c'est comme ça qu'on l'appelait, à ce moment-là, Auschwitz est devenu le lieu d'extermination des Juifs. Est-ce que l'Église a un rôle à jouer sur le travail de mémoire sur cette période de l'histoire de Pologne, qui est très dure? Oui, bien sûr, ça concerne toute la société. Il est fait, ce travail de mémoire en Pologne? Le travail de mémoire est fait. À Auschwitz, tous les ans, il y a la marche des vivants depuis très très longtemps. Donc beaucoup de jeunes Juifs viennent d'Israël et vont sur les pas de leurs parents ou de leurs ancêtres qui ont disparu à Auschwitz. Car il y a une polémique qui faisait grand bruit à l'époque du voyage du pape en Pologne, Benoît XVI, quand il était à Auschwitz, notamment en mai 2006. C'est une polémique qui entoure la radio catholique ultranationaliste, j'ai envie de dire, et même antisémite, qui s'appelle Radio Maria, avec beaucoup de dérapages antisémites notamment. Comment vous expliquez qu'une radio qui se dit catholique puisse avoir des propos terribles, par exemple, un chroniqueur a accusé les Juifs de racketter la Pologne. Oui, alors effectivement, Radio Maria fait partie de ce qu'on peut appeler un bastion ou un microcosme, une petite société qui vit sur elle-même, qui a des médias. Cette radio appartient à l'ordre des rédemptoristes. Le père Redzek, donc, qui est à la tête de cette radio, est un rédemptoriste. C'est tout un groupe de presse d'ailleurs. Il y a donc la Radio Maria. Il y a un journal, un quotidien, qui s'appelle Nasz Dziennik, donc ça veut dire notre quotidien. C'est quoi, c'est de l'extrême droite? Et il y a une télévision également. Alors, on peut les qualifier. Alors ici, effectivement, quand on regarde la presse française ou, disons, occidentale en général, on parle de nationalisme. Oui, ce sont des ultra-catholiques, des ultra-nationalismes qui considèrent, eux, qu'ils défendent la vraie foi, qu'ils défendent les vraies valeurs polonaises, chez eux, il y a une dichotomie. On est avec eux ou on est contre eux. Il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas être à moitié pour eux, on ne peut pas les critiquer sur certains points ou d'autres. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, il voit tout de suite un complot judéo-maçonnique. Et donc, elle représente une frange de l'Église en Pologne? Alors, elle représente... Parce qu'elle se dit catholique, cette radio, quand même. Elle se dit catholique. Et je dirais que... C'est vrai qu'ici, en France, en Occident, on voit simplement le côté politique de cette radio.
Or, c'est une radio qui fait aussi de l'évangélisation, qui prie, qui retransmet des messes, et donc de ce côté-là, il n'y a rien de répréhensible. Ce qui est répréhensible, à mon avis, c'est qu'elle fait de la politique. Et donc, je dirais, par le petit bout de la lorgnette, à partir du moment où il n'y a pas de débat, tous les débats sont bouclés. On n'invite que des gens qui sont d'accord avec eux. Donc, et les autorités locales de l'Église, elles disent quoi, par exemple? Je crois que les autorités... Monseigneur Djivitch, qui est l'archevêque aujourd'hui de Cracovie, ancien secrétaire de Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il dit sur cette radio? Lui préconise une solution radicale pour mettre un terme à toutes ces déviations. Le problème, je crois, sans vouloir froisser personne, mais l'épiscopat, il y a actuellement 133 évêques en Pologne et tout le monde n'a pas la même opinion sur Radio Maria. Un certain nombre sont invités régulièrement, d'autres la soutiennent. Donc il ne peut pas y avoir une solution radicale qui soit donnée par l'épiscopat. Je parlais à l'instant de Monseigneur Djivitch, donc qui a collaboré, enfin qui a travaillé avec Jean-Paul II pendant... C'était son secrétaire depuis très longtemps d'ailleurs. Quel est son rôle aujourd'hui au sein de l'Église polonaise? Est-ce qu'il reprend un peu le flambeau de Jean-Paul II? Pour l'instant, je crois qu'il a un rôle un petit peu d'autorité morale au sein de l'Église, puisqu'il a été à côté de Jean-Paul II pendant toutes ces années. Il permet une certaine unité? Je pense il dit son mot, on l'écoute. Maintenant, je ne sais pas si tout le monde l'écoute aussi. Chacun a la liberté de parole. Mais c'est vrai qu'il a une certaine autorité. Alors, autre sujet qui fâche en Pologne, le passé communiste du pays. Certains prêtres ont collaboré avec la dictature qui a sévi de 1939 à 1989. 20 ans après la chute du bloc soviétique, la Pologne règle ses comptes. Il y a un peu plus d'un an, le nouvel archevêque de Varsovie était au cœur de la polémique. On regarde, rappel en images. Il a été l'archevêque de Varsovie en Pologne pendant seulement 48 heures. Mais Monseigneur Wilgus avait déjà demandé à Benoît XVI d'accepter sa démission après avoir admis avoir collaboré avec les services secrets polonais à partir de 1967. La conduite de Monseigneur Wilgus dans les années passées du régime communiste en Pologne a sérieusement compromis son autorité, même avec les fidèles. Si Monseigneur Wilgus a déclaré que ses actions n'avaient mis personne en danger, le pape a accepté sa démission et a ainsi mis fin à ce que le Vatican appelle un moment de trouble sérieux pour les catholiques polonais. L'actuelle onde d'attaque contre l'Église catholique en Pologne, plus qu'une sincère recherche de transparence et de vérité, présente de nombreux aspects d'une étrange alliance entre les persécuteurs d'un temps et d'autres de ses adversaires et d'une vengeance de la part de ceux qui, dans le passé, l'avaient persécuté et ont été défaits par la foi et par la volonté de liberté du peuple polonais. Le père Lombardi dit qu'il y aura probablement de nouvelles attaques contre les officiels de l'Église catholique polonaise, alors que la presse dévoile des documents datant de l'ère communiste. Mais il a demandé à ce que tous ces documents soient attentivement examinés, gardant à l'esprit le fait qu'ils ont été réalisés sous un régime injuste et oppressant. Cette période communiste, elle est intéressante parce que pour l'Église, elle a un double visage. À la fois, on le voit, il y a eu ces prêtres qui ont collaboré d'une manière ou d'une autre, et puis il y a aussi des grandes figures résistantes qui font partie de l'Église. Voilà, tout à fait. Alors, l'Église polonaise, pendant la période communiste, donc qui va de 45, je vous reprends, c'est pas 45, jusqu'à 89, effectivement, l'Église polonaise a résisté. Et on a l'image d'une, contrairement à d'autres pays d'Europe centrale que je ne veux pas nommer parce que c'est des pays que j'aime bien, mais où l'Église polonaise a été tentée de collaborer, je dirais, officiellement au niveau institutionnel. Là, l'Église polonaise n'a pas du tout collaboré. Et effectivement, on a eu une image d'un bloc monolithe de résistance, notamment avec le cardinal Wyszynski, le primat de Pologne, qui a souffert du régime, puisqu'il a passé quelques années en prison. D'autres prêtres ont également été emprisonnés. Certains ont payé de leur vie. Tout le monde connaît en France, bien sûr, le père Popiełuszko, qui a donné sa vie en 1984. Et donc, cette affaire de Monseigneur Wilgus vient donner un nouvel éclairage sur les relations qu'il y a eu entre l'Église et le régime communiste. En fait, c'était des collaborations à titre individuel. Personne n'a proposé, dans l'Église, personne n'a proposé à ces prêtres de collaborer. La seule chose, c'est qu'ils n'ont pas su résister aux pressions qui ont été faites sur eux. Dernière question, il nous reste 20 secondes. Cette chasse aux sorcières, entre guillemets, continue en Pologne?
Disons qu'il y a eu une grosse effervescence en 2007. Maintenant, les choses se sont quand même apaisées. Mais l'Église continue toujours à étudier tous les documents pour faire la vérité. Merci Richard Zienkiewicz, rédacteur à Głos Katolici, excusez-moi encore pour la prononciation, voilà exactement, la revue de la mission catholique polonaise. Merci. Voilà, merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les églises du monde. Très bonne semaine à tous.